La défection d'une unité de production, les casses et les pannes en tout genre pèsent lourdement sur la distribution de l'eau. Comment les populations du nord de l'archipel vivent-elles cette situation délicate? La crise de l'eau est à la une ce soir. Soutenir concrètement de jeunes Guadeloupéens qui veulent partir se former au Québec, c'est la vocation de la Fondation Blandin qui a signé une dizaine de conventions aujourd'hui sous l'œil intéressé du recteur de l'Académie. Les premiers jours des Lamentins dans l'habitat de leur ancêtre se passent plutôt bien. Une conférence de presse était donnée ce matin à TV y était et vous rendra compte dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour développer ensemble les titres de l'actualité de ce jeudi 11 août. C'est par une incursion dans la commune de Danse-Bertrand, dans la région Danse-Bertrand, chère à notre ingénieur du son, ici, je ne vous le dirai pas, mais c'est une région qui lui est très chère. Il n'y a pas beaucoup d'eau, l'eau ne coule pas souvent dans cette région et les habitants doivent se débrouiller eux-mêmes. Comment ils vivent cette situation? Voici le reportage de Patrick Herry, Moïse Dexter et Nathalie Dinad. Terre est non seulement connue pour ses plantations de canne à sucre à perte de vue, mais aussi et malheureusement pour ses coupures d'eau récurrentes. Les habitants de cette région ont dû adapter les gestes du quotidien au gré de l'eau. Les coupures d'eau, c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai un père qui est malade, donc il alité en permanence. Donc se lever pour aller prendre de l'eau, c'est un petit peu brutal parce que nous ne sommes pas prévenus. Mais sinon, on est habitué, donc on a des bidons, des bouteilles remplies d'eau. C'est moins difficile parce qu'on a des coupures qui sont peut-être plus courtes. Ça dure moins longtemps. Avant, vous aviez 2 jours, maintenant ça peut durer 24 heures. Voire 3 heures, mais c'est moins pénible que l'année dernière. Je remplis des bouteilles d'eau, des bonbonnes d'eau, je fais ma vaisselle le soir avant de me coucher. On fait les petites choses au quotidien, donc le plus rapidement possible, de manière à ne pas besoin d'avoir de l'eau forcément au robinet. D'autres ont eu recours à l'installation de citernes et l'utilisation de barils pour pallier ce manque d'eau. Comme moi, en bac, alors que c'est de l'eau en bac là. Là, la pique a tombé, on a ramassé de l'eau, on y a en futaille, en baril, en plastique. On a toujours négocié, on a lavé, on a plein de l'eau, on a marié, on a couvert et on a mis dans couverture assis. C'est ça, on a moins, ça veut dire qu'on a crevé pour moi, on a coupé l'antium parce que l'eau là, ça, on ne peut pas crever ni de l'eau ni l'antium. Quand on a rien qu'à venir nous caco, nous et voilà, et l'entière, il prend peu de temps, puis il peut crever. Le courant là, il n'est pas bon, il n'est pas bon, tout à fait. Et vous ne pouvez pas boire, il faut m'acheter de l'eau en bouteille, mon bébé. Yannick, de retour au pays pour des vacances bien méritées en famille, s'accommode de cette situation, mais cela dépasse son entendement. En général, quand ça dure un certain temps, on est prévenu. Et bon, on est habitué, chaque année c'est un peu pareil, donc on est habitué. Et surtout, a priori, la région dans laquelle on est n'est pas la plus touchée. Donc ça va, globalement ça va. Ils se douchent, la coupure, elle a lieu souvent vers 9h30, 10h. Donc les enfants, ils se sont soit déjà douchés, soit ils se douchent quand l'eau revient, en début de soirée. Sinon, il y a toujours des réserves d'eau pour prendre une douche. Ouais. Je ne comprends pas la situation. De toute manière, moi je suis vacancier, donc je ne me suis pas penché sur le problème majeur, mais je ne comprends pas. Grâce à la mise en place du nouveau captage d'eau, la situation du Nord Grande Terre s'est beaucoup améliorée, mais sur l'île aux Belles Eaux, le dossier de l'eau demeure trouble. Les noms et les paysages rappellent véritablement cette région très belle de la Guadeloupe. Le conflit à Capesterre-Belle-Eau n'a pas bougé d'un iota. L'image de quelques grévistes frappant les dominos sur des tables branlantes semble figée dans le marbre et rien ne dit qu'une solution est proche. Et pourtant, les habitants ont besoin d'effectuer des démarches, mariage, décès, inscription des enfants pour la rentrée scolaire prochaine, démarches également pour la saison cyclonique. Comment fonctionne une commune qui ne fonctionne pas? Voici le reportage de Karen Diamant. Depuis maintenant 3 mois, les administrés de la ville de Capesterre-Belle-Eau rencontrent certaines difficultés pour réaliser leurs démarches administratives. Pour les cartes d'identité, les papiers, les mariages, donc les gens sont un peu, comment dire, des awa quoi. Peut-être voir dans une autre commune pour aller les papiers, les cartes d'identité, donc c'est un peu aberrant quoi. On aurait dû... moi, je demande à ce que la population se manifeste un petit peu et qu'on bouge parce que ça dure, ça fait trop longtemps que ça dure.
Un discours entendu par une municipalité désireuse de mettre fin à ce conflit qui semble s'enliser. Ce que je peux dire à la population, c'est qu'aujourd'hui, les entrevues continuent, même si on a le sentiment qu'il n'y a pas d'échange physique. Pour la population, c'est un temps très difficile, sans service, même si avec l'organisation syndicale, nous avons depuis maintenant près de mois établi un service minimum qui fonctionne, j'allais dire, cas un cas, au dire de la population elle-même. Nous aurions souhaité que davantage d'actes d'état civil se fassent en matière de demande de documents. On le sait très bien, les pièces d'identité, les pertes de pièces, etc. Il y a vraiment légion de personnes qui nous interpellent à notre niveau, mais pour lesquelles nous leur demandons de patienter, puisque c'est petit à petit. Qui dit service minimum, dit effectivement un tout petit train de règlement de ces affaires. Mais très rapidement, outre les déboires administratifs qu'ils rencontrent, les habitants mettent le doigt sur d'autres nuisances. Il n'y a pas d'eau. Incommodant pour les ordures qui montent, on ne peut pas. Et quand pour la grève même, on peut rester au même 50 ans. Mais il y a un maire, le maire ne fait pas ses fonctions. Parce que quand il était en prison, on lui a dit « Lâchez-moi, lâchez-moi ». Il m'a dit « Yo, comme ça, fais l'argent à yo qu'on est là ». Ça nous gêne un moment parce que la commune ne travaille pas. Bon, les ordures qui montent, bon, on est en train d'attendre quoi. Même pour l'entrée des écoles, les enfants ne pourront pas entrer parce qu'il n'y a pas une entrée d'école. Des inquiétudes comprises par la municipalité qui, malgré son service minimum, entend porter un maximum de solutions à ses administrés. Il faut que la population sache que tous les enfants iront à l'école. Les marchés sont passés avec les bus. Au cas où toutes les cartes ne seraient pas prêtes pour le 1er septembre, tous les transports seront à disposition des enfants collégiens et lycéens pour que la rentrée ne soit pas perturbée au niveau du transport. Le maire a pris des dispositions au cas où les discussions ne s'arrêteraient pas là pour que les écoles soient prêtes en matière de nettoyage d'espaces verts. Et je crois que là, la population doit s'attendre à ce que nous appelions, d'autres services, d'autres éléments pour pouvoir nous permettre d'être à jour au jour de la rentrée. Les deux compétences sur les encombrants et les ordures ménagères ne sont pas du ressort de la commune de Capesterre-Belle-Eau. L'intercommunalité à laquelle nous appartenons aujourd'hui, c'est-à-dire la CSBT, a été sensibilisée à cet état de fait et nous avons réclamé par écrit, non pas des explications, mais pour que les remontées se fassent jusqu'au niveau de la présidence, c'est-à-dire que la présidente sache que, je ne sais pas si c'est profitant de la grève, mais le service de ramassage des ordures ménagères, qui n'incombe pas au maire, doit se poursuivre puisqu'il y a un marché qui est fait avec la CSBT. En attendant, mariage et enterrement sont les seules démarches administratives possibles. 3 mariages étant d'ailleurs prévus ce samedi à l'hôtel de ville. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne. Demain, c'est Joël Beaugendre, le maire de Capesterre, qui sera sur ce plateau pour répondre à nos questions sur cette grève qui dure et qui dure et qui dure encore. Après les braquages du Cornevos et de la rue Frébeau, les enquêteurs semblent penser qu'une seule et même équipe serait à l'œuvre. Les modes opératoires dans ces deux braquages sont très ressemblants et la police creuse cette hypothèse. Mais avec ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre et également en Guyane, n'est-on pas au droit de poser la question de la légitime défense? Les habitants ne vont-ils pas s'armer pour essayer de se défendre eux-mêmes? Voici vos opinions sur cette question recueillie par Patrick Curie et Moïse Dexter. Et vous répondre oui comme ça, ce serait un tort de ma part. Parce que je pense que la violence va engendrer la violence, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des mesures pour les commerçants. Ah non, ah non. Même s'ils ne le veulent pas vraiment, mais ça s'est déjà produit à Basse-Terre, donc ça se reproduira n'importe où. Hein. C'est interdit, mais normalement, ils ont le droit de se défendre. Mais c'est interdit. Je pense que la justice, elle est là pour ça. Il faut respecter la loi, donc il faut suivre la loi. Peut-être essayer d'arrêter la personne, les voleurs, s'il peut. Il faut peut-être plus de sécurité qui patrouille, un petit peu comme dans les pays anglophones. Donc voilà, c'est ce qui manque, hein, je pense. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit à eux de prendre l'initiative. Je pense plus qu'il faut qu'il y ait peut-être une mesure au niveau de l'État, au niveau de la police ou des choses comme ça, mais pas franchement les commerçants. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution. Oui et non, quoi. Il ne faut pas. Est-ce que oui, ils ont tout à fait le droit de se défendre. Avec une arme, juste pour faire peur au moins. Chacun prend son gun et puis bon, se met à tirer comme ça. Bon, après c'est anarchie, quoi. Se défendre avec une arme, il faut déjà avoir l'autorisation d'un port d'armes, ce genre de choses.
Je pense pas que ce soit la solution, mais bon. Il y a là pour ça, mais pour calmer les gens, on essaie de calmer. Pour arriver à bout des jeunes, c'est pas... S'il faut tirer, c'est comme si un film de cowboy. À mon avis, il ne faut pas réagir, il faut laisser faire parce que sinon, ils risquent eux aussi leur vie et on ne peut pas non plus descendre les personnes. Sinon, ils vont avoir affaire à la justice, ils vont se retrouver en prison. Normalement, il faut qu'ils laissent la loi faire leur boulot, mais il faut que la loi fait leur boulot aussi. Hein. Je comprends ceux qui sont submergés, qui en ont marre. Bon, mais la justice, elle est là pour ça, pour nous protéger. Pas seulement la police, mais des services de sécurité, style vigile, tout ça, qui font des rondes un petit peu partout chez les commerçants. Enfin, ils sont là en permanence. Et ils font des rondes, c'est ce qui se passe dans les pays de la Caraïbe, les autres pays de la Caraïbe. Il y a un petit peu plus de sécurité en cette matière, quoi. Plus de présence policière, comme il y avait à l'époque les gendarmes là, ou les CRS. Une vraie présence policière, c'est ce qu'il faudrait. Depuis leur arrivée dans la baie de Blachon, Caille et Junior, nos deux lamentins ont été placés en quarantaine dans un petit bassin accessible seulement aux soigneurs afin de veiller sur eux et d'intervenir rapidement en cas de besoin. Cette quarantaine évoque non seulement un espace, mais également une période au cours de laquelle le nombre de personnes pouvant accéder au bassin sera restreint. Sur la petite brèche qu'il y a eu ce matin au cours d'une conférence de presse, voici le reportage de Linda Kayarsi. Caille et Junior, deux jeunes lamentins mâles reproducteurs âgés de 5 et 6 ans, reprennent des forces à l'abri des regards dans leur tout nouveau centre d'élevage de Blachon. Après 2 jours dans le bassin, Caille et Junior commencent à montrer des signes positifs. Ils commencent à interagir avec les équipes de soigneurs. Les animaux commencent à s'alimenter doucement. Tout se fait étape par étape, bien sûr. Ils s'hydratent aussi, c'est des choses très positives, ce sont des choses très positives. Junior et Caille vont être laissés 3 semaines en quarantaine. Le temps pour eux de s'acclimater. Les deux mammifères devraient d'ailleurs être rejoints par de nouveaux spécimens. D'ici quelques années, leur descendance sera relâchée dans le grand cul-de-sac marin. À terme, une quinzaine de lamentins devraient être réintroduits en milieu naturel. Nous avons fait quand même des analyses tout le long du littoral, du Grand Cul-de-Sac. Et il se trouve que le site de Blachon était le mieux approprié, notamment en termes de santé. On travaille encore à l'amélioration de la qualité de l'eau. Et le site de Blachon, il est pas providentiel, mais c'est quand même, comme l'a dit le maire, le Lamentin à Lamentin. Et donc nous sommes là, pas loin du cœur du parc marin, qui garantit quand même une certaine qualité de vie aux espèces animales, dont on va veiller quand même au confort. Classé en danger d'extinction par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Lamentin des Caraïbes fait l'objet d'un ambitieux projet de réintroduction porté depuis 10 ans par le Parc national de la Guadeloupe. Au-delà de l'intérêt pour la conservation de l'espèce, c'est une dynamique de reconquête de la biodiversité qui se joue ici. Ça doit même faire l'être humain prendre conscience du rôle et de l'importance de l'écosystème, de la nature, puisque c'est un marqueur écologique très fort, les lamentins. Donc bien sûr, c'est un projet scientifique. Il y a forcément une conséquence derrière qu'il va falloir gérer, c'est que ça va faire que la zone de Blachon deviendra attractive. Donc il faut se préparer à cela, il faut organiser cela, mais il faut le faire en partenariat avec le Parc national de façon à ne pas gêner, à ne pas troubler le projet scientifique en lui-même. Le Parc national de la Guadeloupe poursuit ses contacts avec d'autres donateurs potentiels dans la zone Caraïbe, la Colombie, le Guyana, le Mexique, le Venezuela. L'idée de diversifier les apports afin de multiplier les ressources génétiques et d'éviter au maximum d'éventuels problèmes liés à la consanguinité. La Guadeloupe, qui avait recueilli plus d'1 million d'euros auprès de l'État, de l'Europe et de mécènes pour la phase préparatoire du projet, a obtenu un financement Life Plus pour la réalisation et le suivi du projet baptisé Life Sirenia jusqu'en 2025. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous, l'information continue. Dans un instant, je vous parlerai d'une physalie qui a été retrouvée sur une plage de la Grande Terre, un animal très dangereux. Et je vous inviterai également à suivre le travail de Claude Calvados qui s'exprime essentiellement sur des t-shirts.
Au chapitre agroalimentaire, le village de la viande locale a ouvert ses portes ce matin en Martinique et ce jusqu'à dimanche. Initié par le syndicat des artisans bouchers, la 16e édition a pour objectif la mise en valeur de la viande élevée et abattue sur le territoire de la Martinique. À l'heure où les éleveurs se plaignent de leurs conditions financières de travail, où en est la filière boucherie? Voici la réponse avec Guillaume Bacoul d'ATV Martinique. Ouais. Ce rendez-vous, Haussmann ne l'aurait raté pour rien au monde. Cet amateur de viande de bœuf ne jure que par les produits locaux, dotés selon lui de toutes les vertus. Moi, j'ai plus confiance en viande là que ça manque à prendre hier. On va me demander s'il faut parce qu'en regardant bien, moi, je vois que c'est des belles viandes qu'il a et puis je vois qu'il faut. C'est pas une viande qui arrache quoi, il est cuit ou quoi en différence tout de suite au goût qu'on senti meilleur. Le trouve en bail de qualité ou qu'on mettre le prix. Et là comme c'est une bonne affaire, on va pas hésiter. Comme lui, ils étaient plusieurs ce matin à braver la pluie pour profiter du village de la viande locale. Selon une formule bien rodée, poulet, porc, viande de bœuf ou mouton sont préparés et parfois même accommodés sur place par les bouchers. La filière n'a pas été impactée par les retards des subventions allouées aux éleveurs. Ça dit qu'il y a des bêtes qui sont en attente, qui doivent partir, mais tant qu'il n'y a pas la prime, on est obligé de les garder. Ce qui fait une perte pour l'éleveur, pourquoi? Puisqu'il faut nourrir cette bête-là et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de prendre du poids, c'est de la graisse. Donc c'est une perte pour l'éleveur. Mais en ce moment, les artisans bouchers ne manquent pas de bêtes. D'ailleurs, l'opération que nous avons faite, nous avons eu quand même des éleveurs qui ont bien joué le jeu parce que nous avons des bêtes à donner aux consommateurs. Si le département est encore loin de l'autosuffisance alimentaire, les élus de la CTM entendent encourager le bien manger local. L'agriculteur, son rôle principal, c'est de nourrir la population. C'est ça. Donc il faut aller vers une agriculture nourricière et c'est en ce sens que nous soutenons ce genre d'initiative. Tout récemment, en plénière, nous avons mis en place un dispositif qui va permettre à nos petites structures d'avoir accès à des fonds venant de la CTM pour améliorer leur production, pour améliorer leur exploitation. En tout cas, les artisans bouchers ne sont pas à court d'idées afin de séduire le public. Demain, une soupe traditionnelle de viande sera proposée aux visiteurs dès 6h30. La Fondation Claude-Emmanuel Blandin a signé avec une dizaine de jeunes une convention de bourse qu'elle attribue à la suite d'une sélection opérée par le recteur de l'Académie. Les termes de celle-ci prévoient la prise en charge du billet d'avion pour aller en direction du Québec, 1 200 € à titre d'indemnité de première installation et une prime de vie de 700 € par mois durant le séjour effectif en formation au Canada. In fine, il s'agit de donner un coup de pouce à des jeunes étudiants. Reportage Isabelle Amou. Keïsa fait partie de ces 9 autres étudiants qui partiront se former au Québec. J'ai voulu toujours voyager à l'étranger, puis ça change beaucoup. Puis le Canada, c'est vraiment très beau. Donc j'ai toujours voulu partir au Québec pour étudier. Après une première année en assistance à la personne, réussie avec brio, Keïsa retente l'expérience cette fois pour se spécialiser en soins infirmiers. C'est la deuxième fois qu'elle bénéficie de la bourse Mobilité Québec de la Fondation Claude-Emmanuel Blandin. Au Québec, elle se sent comme chez elle. J'ai été accueillie par des gens extraordinaires que j'adore vraiment. Puis j'ai eu aucun problème. Tout le monde nous a très bien accueillis. On ne s'est pas senti différente. Quand je dis on, c'est parce que j'avais une amie avec moi. Donc c'était vraiment très bien. J'ai découvert de nouvelles choses, de nouveaux paysages, puis un nouvel accent. Quand on s'y habitue, c'est difficile de l'oublier en fait. Mais c'était vraiment une très belle année. Cela fait 4 ans que la Fondation Blandin s'engage à signer des conventions dans le but d'aider ces jeunes Guadeloupéens à obtenir un diplôme d'études professionnelles. Une bourse d'études destinée au financement de leurs déplacements et de leur formation. Ils ont une prime d'installation, ils ont une prime mensuelle et bien sûr le billet d'avion aller-retour. Ce qui fait un global quand même de 150 000 sur les 2 ans, 150 000 à 160 000 € pour les 10 élèves. Donc c'est pas neutre, c'est quand même important. Mais je dirais que c'est le prix à payer si nous voulons que ces jeunes soient formés et dans de bonnes conditions. On est des acteurs d'une part, mais on est des parents également. Et je pense que si nous ne le faisons pas en tant qu'entreprise, je ne vois pas d'ailleurs qui le ferait. Donc je pense qu'il est important, on ne peut pas toujours demander tout à l'État. Donc on doit aussi, je dirais, participer, à la vie de la cité. Et nous sommes très contents de participer à ce genre de formation.
et d'aide, parce que c'est les jeunes de demain, je rappelle, et les jeunes de demain, on en a besoin. C'est parce que c'est eux qui vont nous prendre la suite. Dès la semaine prochaine, ces jeunes boursiers s'envoleront pour le Canada. De son côté, la Fondation Claude-Emmanuel Blandin compte étoffer le projet dans l'idée d'aider plus de jeunes. Une internaute a pris en photo hier sur une plage de Sainte-Anne une physalie plus connue chez nous sous le nom de galère portugaise en référence au chapeau à large bord que les marins portugais qui naviguaient dans nos eaux portaient. Son venin, le venin qui s'appelle la physalitoxine, peut provoquer une douleur intense accompagnée de multiples symptômes, gêne respiratoire, crise hémolytique aiguë et défaillance rénale. Revoici pour cause d'utilité publique le reportage que ATV avait consacré à cet être aquatique véritablement dangereux. Cette étrange forme violette est une cousine éloignée de la méduse, une physalie, un des premiers spécimens de la saison repérés sur la plage de la Caravelle à Sainte-Anne. Actuellement, on serait sur 4 ou 5 signalements depuis le 3 mai, sachant que le 3 mai, on n'est pas vraiment sûr que ce soit une brûlure de physalie qui a été enregistrée sur un surfeur à Port-Louis et que, effectivement, souvent les gens ne savent pas ce que c'est et justement vont s'en approcher parce que ça ressemble à quelque chose un peu d'inconnu. Et c'est là où, effectivement, il ne faut pas s'en approcher et pas le toucher. Surtout ne pas toucher car le venin de la physalie provoque des douleurs musculaires intenses, des gênes respiratoires, des défaillances rénales. Elle peut même déboucher dans certains cas sur la mort. Alors on a 10% des cas qui sont graves, ou là qui vont nécessiter une hospitalisation vraiment en urgence, mais ça c'est parce que la personne à la base est déjà sensible, à une sensibilité propre. Quelqu'un de normal qui est en bonne santé, qui n'a pas d'allergie, va avoir des douleurs très douloureuses, peut avoir une accélération du pouls cardiaque, des tremblements, des sueurs froides, de la fièvre, éventuellement tomber dans les pommes. Là on commence à tomber dans des cas plus graves. Et après quelqu'un qui est allergique, comme une petite qui serait allergique à une abeille ou à n'importe quoi, va faire une réaction qui va être disproportionnée. Et effectivement, ça peut entraîner la mort dans des cas extrêmement rares. Il est bien évident que si la personne a vraiment commence à tomber dans les pommes ou des choses comme ça, on appelle les pompiers, on va au CHU directement. De la famille des siphonophores, la galère portugaise possède un flotteur avec des filaments longs de 5 à 40 mètres. Ce qui se passe souvent, c'est que les filaments qui sont sous l'eau sont fragiles en fait, et c'est là où il y a le venin, le côté urticant. Ces filaments souvent se cassent en petits morceaux sous l'effet des vagues ou dans les coraux. Et on va se retrouver dans l'eau avec des petits morceaux de filaments. C'est ce qu'on appelle souvent dans l'eau, quand on se baigne ici, les brûlants. On dit « Ah, je me suis fait brûler, il devait y avoir un petit brûlant dans l'eau ». Prudence alors, dans l'eau comme sur la plage, car même morte, celle qu'on appelle aussi vessie de mer continue d'être urticante. Si on se fait piquer, donc on rince à l'eau de mer la partie qui a été touchée. On évite de frotter avec les mains. Donc on rince à l'eau de mer, on passe de l'eau de mer dessus, et éventuellement du sable sec, voilà, qui va permettre d'enlever les petits cristaux en fait, qui se sont mis sur la peau. Une fois qu'on a mis le sable sec, on peut gratter avec une carte de crédit, avec le bord d'une carte de crédit pour enlever le sable, et normalement ça devrait enlever la plupart des filaments. La physalie ou galère portugaise vit dans les mers chaudes. Elle arrive sur nos plages avec la montée de la température des eaux, un phénomène qui pourrait s'accentuer avec le réchauffement climatique. Il y a un vrai marché de produits cosmétiques. Aucune partie de notre corps, de nos corps, n'est négligée. Les peaux noires semblent être devenues une cible à part entière et les jeunes Guadeloupéens entendent prendre leur part de ce marché en lançant leur propre marque. Pascal Chaubeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le patron de Ocentia, c'est-à-dire que vous avez créé vous-même votre propre marque. Racontez-nous avant un petit peu votre propre histoire. Alors en fait, moi là-bas, je travaillais un peu dans le milieu financier en fait, pendant une dizaine d'années. Par la suite, j'ai eu une opportunité de pouvoir me lancer en fait en propre patron sur le marché de la cosmétique, ce que j'ai fait en 2009. Donc j'importais des produits des États-Unis et à un moment donné, je me suis dit que ça serait bien de créer ma propre marque où je serais l'instigateur de A à Z. Et ça s'est fait en 2011. Voilà. Je crois que vous avez eu une mésaventure. Vous avez d'abord choisi un nom, ensuite des gros, on va dire, sont venus vers vous dire non, non, vous ne pouvez pas utiliser ce nom-là. Exactement. Et vous avez changé. Exactement. En fait, j'avais déjà fait tous les packaging. La marque devait s'appeler Origins Air. Et par la suite, un gros groupe que je ne citerai pas m'a envoyé un petit courrier par leur avocat en me disant attention, ce nom-là existe déjà dans notre groupe. Il serait bien de changer de nom. Donc il a fallu que je refasse tous les packaging et un soir
en dormant, en rêvant à ma grand-mère, aux Anges, qui est décédée il y a quelques temps, Ozentia est né en fait. Voilà. Vous avez été formé où? En Guadeloupe, en partie, ou entièrement à l'étranger? En France en fait. Oui, la majorité effectivement sur la France. Mais votre famille est dans ce domaine-là depuis longtemps. Exactement. Donc ma mère était dans le milieu de l'esthétisme depuis pas mal d'années, dans le milieu du maquillage. Un de mes oncles aussi était dans le milieu de la distribution de produits cosmétiques. Donc quelque part effectivement, j'ai un peu baigné dans tout ça. Alors Pascal Chauveau, racontez-moi, qu'est-ce qui fait que je peux préférer votre marque, enfin je dis je, les téléspectateurs, à une autre marque? Alors en fait, ce qui est très intéressant, donc déjà c'est l'efficacité de nos produits. Nous sommes à 98% de produits extraits d'origine naturelle. Ce sont des produits efficaces, simples à utiliser. Et c'est beaucoup de bouche à oreille qui ont fait le succès d'Ozentia, ainsi que d'Ozenlaya, parce que j'ai créé deux entités en fait, Ozentia et Ozenlaya en fait. Quelle est la différence entre les deux? Alors Ozentia, c'est plus, on va dire, tout ce qui est produit traitement de la repousse des cheveux. Donc le capillaire, et Ozenlaya, c'est les produits de la peau, comme le sérum anti-tache par exemple. Deux problèmes que nous connaissons en fait aux Antilles, problème de chute de cheveux. Et, quand vous dites que vous avez créé, vous avez cherché et trouvé des choses qui ont fait leurs preuves? Ah oui, tout à fait, effectivement. Nous, en fait, je travaille avec deux laboratoires en France, en fait. Donc, tout est fait, en fait, ensemble sur mes décisions, tel actif que je voudrais qu'il soit mis dans ce produit. Ensuite, les tests ont été faits, bien évidemment, parce qu'en France, tout doit être testé. C'est vraiment une législation vraiment très draconienne. Et voilà, donc c'est les produits qui ont fait leurs preuves. Mais comme j'insiste beaucoup sur le bouche à oreille aussi, qui font le succès d'un produit, en fait. C'est un produit spécial peau noire? Alors, spécial cheveux crépus. Alors, la partie cheveux Ozentia, en fait, comme les traitements de la repousse, en fait, tout type de cheveux, en fait, sans problème. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le truc, le produit pour les cheveux? Alors, je prends exemple l'extrême repousse Ozentia, parce que c'est le produit phare de la marque. Voilà. C'est un produit qui est à base de follicussant, de camphre, des actifs, effectivement, qui activent la repousse des cheveux. Donc, des gens qui sont chauves ou qui ont une calvitie prononcée peuvent utiliser ce produit et la calvitie va se Alors, comment ça se passe? résoudre petit à petit? Comment ça se passe, en fait? C'est vrai que le problème est vraiment dédié à des alopécies, des problèmes de traction, des chutes sévères au niveau des cheveux. Maintenant, comme je dis, si la personne n'a plus de bulbe... L'alopécie, c'est la perte des cheveux. Voilà, exactement. Donc, si la personne n'a plus de bulbe au niveau des cheveux, le produit ne pourra pas réactiver ce qu'il n'y a plus. Mais s'il y a encore des bulbes, des racines, là, effectivement, les gens pourront voir des fois des résultats vraiment hallucinants. Alors, restons un petit peu sur ce marché du cheveu. Il y a un véritable marché, je parle en termes économiques. Alors, économiquement, effectivement, il y a un gros marché, hein, surtout dans la partie afro, puisque c'est beaucoup d'afro qui utilisent, notamment en France ou aux Antilles aussi, mes produits, en fait. Et il y a un marché qui est vraiment très important. Avec la France, on est quelques millions, en fait, que ce soit africains, antillais, à utiliser de la cosmétique. La femme afro a un panier moyen beaucoup plus important qu'une femme de type européenne lorsqu'elle achète des produits cosmétiques. Et il n'y a pas vraiment de crise. Vous savez, même s'il y a des, comme on dit entre guillemets, il y a la crise, les femmes prennent toujours soin d'elles. On connaît, hein, nos femmes sont toujours belles, toujours bien apprêtées, et elles prendront toujours soin de leur corps, de leur visage, de leurs cheveux. Le coût, parce qu'on sait aussi dans cette communauté, les gens n'ont peut-être pas tous les moyens. Ah ben écoutez, je vais sortir une petite anecdote. Il y a une cliente de Suisse qui commande mes produits, les produits Ozentia, et qui me faisait une confidence. Elle me dit, vous savez, monsieur Chauveau, vos produits, vous pourriez même les vendre plus cher. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Comme on voit l'extrême repousse, 17,80 €. Vous ne voulez pas gagner beaucoup d'argent alors? Je gagnerais sur la quantité en fait. Je préfère en vendre des millions que voilà. Donc, vous avez dit Ozentia et Ozentia et Ozenlaya. Et Ozenlaya, voilà, alors, qui est tout nouveau. Maintenant on a parlé d'Ozentia, mais Ozenlaya, alors c'est quoi ce produit? Alors la genèse Ozenlaya, en fait, j'ai vraiment voulu faire un produit, mais vraiment une marque qui serait vraiment destinée à tout type de peau. Les problèmes de taches sont chez les Européens aussi, chez les Afros. Et en mettant en place, j'ai voulu aller dans le vif du sujet, faire un produit où il y a une demande. Et la demande, effectivement, les taches, on les connaît, ça pose beaucoup de problèmes aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place l'un des premiers produits de la gamme, le sérum anti-taches. Vos projets? Alors, mes projets, en fait, j'ai un projet qui me touche particulièrement à cœur, en fait. Et je vais me permettre de rendre hommage en fait, à ma cousine Sankara, en fait, et, qui est décédée il y a quelques temps, et pour laquelle je vais créer un produit. Donc je veux qu'il soit vraiment au top,
qui portera son nom. Donc là, c'est mon gros projet quand je reviens sur Paris. Je voulais rendre aussi hommage à Nigar aussi, voilà, d'Orange. C'est des choses qui m'ont... Je suis venu aussi aux Antilles pour aller voir leurs parents, pour pouvoir être un peu avec eux. D'accord. Et sur le plan du financement, je vois que vous avez fait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez été aidé ou est-ce que vous êtes parti seul? Il fallait se démerder seul parce qu'il y a toujours un problème de fonds propres dans nos initiatives. Eh bien non, tout seul. J'ai tout fait tout seul, grâce à Dieu. Mes parents qui étaient derrière moi pour m'encourager. Donc voilà, mais tout a été financé par moi depuis le début. Il n'y a pas eu d'aide. Ma mère me disait, mais tu devrais aller voir la région. Je dis non, j'ai pas le temps. Moi, je veux faire mes affaires tout de suite. J'avais quelques économies et j'ai foncé. J'ai pris mes risques. Je prends toujours mes risques et je ne lâche rien, quoi. Donc voilà, je suis seul. Votre prochaine actualité, Pascal, j'ai ouï dire que vous alliez ouvrir également une boutique. Votre rêve, ce serait d'ouvrir une boutique en Guadeloupe. Alors non. Non, c'est pas votre rêve. Non, c'est d'abord Paris, puis après. Alors en fait, peut-être plus tard en fait. Au jour d'aujourd'hui, Ozentia est vraiment très bien représenté par. D'ailleurs, je les remercie par Parfumeurs Réunis, Nina des Îles. Oui. Je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont donné la force. Parce que vous savez, quand vous arrivez, vous êtes jeune, vous avez arrivé avec une marque, on n'est pas forcément censé dire qu'est-ce qu'il veut celui-là. Voilà, ils m'ont encouragé. Donc non, la distribution, comme je ne suis pas ici, la distribution se fait par ce biais-là. Oui. Non, ce n'est pas encore mes projets. D'accord. Vos produits sont certes aussi présents en Guyane? Alors, ils étaient effectivement en Guyane, dans les magasins Nina des Îles, effectivement. Oui. Donc, je ne sais pas si... parce qu'après, il y a une conjonction économique, bon, je ne sais pas. Dans l'immédiat, je vous propose d'aller faire un petit tour en Guyane, Pascal, pour voir comment évoluent les enfants d'une association avec nos confrères d'ATV Guyane. Avec grand plaisir. Une histoire biblique adaptée le temps d'une scénette. David et Goliath, ça donne ça. On a fait des entraînements, on a lu les textes, on s'est entraîné pendant 2 mois, de 17h à 19h. L'association Deuxième Chance a choisi le théâtre pour occuper les enfants de la cité Arsène Raban. Un moyen parmi d'autres de les insérer dans la vie du quartier. On a des adhérents, des bénévoles qui tournent au fur et à mesure de leur fonction. En fait, on a des services civiques volontaires qui viennent et qui repartent. Et puis, on a également des permanents. Voilà. Une vingtaine d'adhérents font vivre cette association qui existe depuis 11 ans. Elle œuvre dans les domaines de la culture et de la citoyenneté. Alors, tout ce qui concerne la culture, la citoyenneté, donc on a les activités de théâtre aussi. Au niveau de la formation, on fait du français langue étrangère, on fait de la remise à niveau, de l'accompagnement scolaire également et on participe aux échanges de jeunes à l'étranger. Pour ceux qui sont restés en Guyane cet été, cette activité remplit leur emploi du temps parfois assez léger. Si tu ne venais pas à l'association, qu'est-ce que tu ferais durant les vacances? Durant les vacances, je serais restée chez mon père, mais sur la Qu'est-ce que tu préfères? Faire du théâtre que rester chez mon père. Parce que on fait presque rien là-bas. Depuis plusieurs années, il ne craint ni le temps, ni les intempéries. Sa passion, c'est la peinture. Et la peinture sur une surface qui nous colle parfois à la peau, le t-shirt. La vie heureuse de Claude Calvados. Debout sur la terrasse de son atelier improvisé, Claude Calvados enfile les t-shirts à longueur de journée. Il les peint au gré de son inspiration, du monde qui l'entoure, avec toujours comme base la feuille de fruit à pain. Pas nous longtemps, en grand c'est moi, t'es dit moi que l'anté petit, on toujours t'es dessiné, toujours t'es voir qu'à dessiner. On dit ah bon, on t'est étonné et ça venait effectivement que on toujours t'es inspiré d'être un musicien, créer. L'idée à la création, ça a toujours une en tête en moi. Claude Calvados a un sacré coup de pinceau, de la simple toile tendue au t-shirt, en passant par la barboteuse ou le bois, aucun support ne résiste à cet autodidacte. Un don qu'il a en lui depuis petit, une activité qu'il a développée après la crise sociale de 2009. On vend silhouette, mais on va dire tiens, donc il est dans captivité aussi, des ça on va voir, bon, pas tout seul, hein, parce que faut dire aussi que par rapport à la nature et par rapport à des artistes, d'autres mondes qui ont reflété tout ça qui est positif pour vous-même, ok? Donc il veut dire qu'on va réaliser en sens à ça. Après, en petite touche
un tissu de paillettes, pour inspirer, quoi, dire bon, si on peut mettre ça, si, voilà quoi. Donc il veut dire toujours au fur et à mesure d'invention. La circulation dense de Bovis ne dérange pas ce passionné, bien au contraire. Son atelier ainsi exposé attire les curieux et une fois sur place, ils n'ont plus envie de repartir. Ça a pour mon pièce d'inspiration parce que, pourquoi? C'est mon avis, je vois qu'en bon chemin là, je vais saluer moi, je vais klaxonner moi. Et au contraire, ça a fait qui veut dire qu'en sorte de lionnage avec le peuple là. Et des gens qui sont intéressés par la culture et tout ça qui dessin et tout ça qui a représenté la Guadeloupe, quoi. En cas c'est si vous passez moi en ce sens là ça. Pourquoi? Parce que en cas dit moun ta vinn parler avec moi, moun ta klaxonner moi et en toujours rester concentré dans les produits là qu'a réalisé là, travail là qu'a fait là. Au sein de son association Cagroca, Claude Calvados milite avec d'autres pour la promotion de la musique, une autre de ses passions. Pour les t-shirts avec ou sans rendez-vous, il vous accueille avec plaisir dans son Bika Kilti. ATV au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage de Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Maintenant, une information utile à votre vie quotidienne. Il y aura donc collecte de sang entre 8h30 et 13h au Leader Price de la Riviera, le Gosier. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de l'actualité de cette soirée. Je vous rappellerai les titres tout à l'heure dans un instant.